aujourd'hui, on commencera principalement à parler de la France pour cette fin de l'année, où nous allons faire le bilan de l'année. Et pour la France, eh bien, on peut noter les points suivants. C'est que la motion de confiance a été enfin passée au gouvernement français. Et on a aussi le déficit de la France qui augmente pour la troisième fois consécutive. Alors la question qu'on peut se poser suite à ces deux événements-là, eh bien c'est pourquoi les taux d'intérêt des obligations d'État à 10 ans n'ont pas monté. Eh bien tout simplement parce que la Banque centrale européenne, la BCE, est intervenue en masse pour acheter des bons du Trésor français. Pourquoi? Eh bien l'objectif c'est de gagner du temps. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette fin d'année? Eh bien, c'est l'intervention de la BCE qui intervient en masse pour soutenir le système français, la guerre en Ukraine qui est toujours présente, la notation dégradée de la France et les obligations d'État français à 10 ans qui passent à 3%. Alors, à titre de comparatif, on peut observer l'écart des taux des obligations à 10 ans d'État. Eh bien, entre la France et le Portugal, eh bien, actuellement, il y a 40 points d'écart. Entre la France et l'Allemagne, 80 points d'écart. Et entre la France et la Grèce, eh bien, ils sont actuellement au même taux que la Grèce. La France a les mêmes taux que la Grèce. La France reste lanterne rouge de l'économie mondiale. Elle continue à faiblir. On est en dessous des 50, qui est la ligne fatidique. Au-dessus de 50, on est en croissance. En dessous de 50, on est en récession. Et on peut affirmer clairement que la récession est présente dans l'ensemble de la zone Europe. Et par conséquent, la France eh bien, ne faillit pas au reste des autres pays de l'euro, puisqu'elle se trouve en récession également, mais dans des conditions beaucoup moins favorables que certains autres pays de l'euro. Le PIB est en forte baisse, entre 2 et 3%, et la récession, eh bien, elle est toujours là au sein de la France, tant au niveau du secteur de l'industrie que des services. Et pour l'industrie, la récession, eh bien, elle dure pour le 29e mois consécutif. Alors, on peut également dire que face à l'Allemagne, je vous l'ai dit, il y a un écart de 80 points, mais la France va beaucoup plus mal que l'Allemagne. En effet, la croissance de la France diminue, alors que la croissance mondiale s'améliore et est à 3%. Comparons avec les autres pays du monde, eh bien la Chine et la Russie vont nettement mieux. Le Royaume-Uni, l'Australie et le Japon eh bien, sont proches de la récession. Et l'Allemagne, elle, la récession, eh bien, elle perdure dans le temps. La zone euro est en récession et les USA ont une croissance qui est pas mal du tout avec un 3%. Alors, me direz-vous, la situation va sans doute s'améliorer en France grâce à l'arrivée de Bayrou et beaucoup croient que cette personnalité eh bien, va changer le cours de la situation de la France. Et qu'est-ce qu'on peut en dire à cette heure-ci? Eh bien, moi, je crois qu'il faut quand même douter sur les espoirs qu'on peut mettre entre Bayrou pour la simple et bonne raison qu'il dit s'intéresser à la dette. Mais pour moi, je n'en suis pas sûr que ça va être le sauveur de la France, car précédemment, il était au poste de fonctionnaire au plan en France. Et franchement, eh bien, quand on lit tout ce qui s'est passé et les rapports du Sénat au sujet de tout le travail de Bayrou, eh bien, en fait, il n'y avait pas grand-chose au sein des rapports qui étaient déposés par lui lorsqu'il était à ce poste-là. Et par conséquent, eh bien, si on suit la position du Sénat à son sujet, eh bien, on ne doit pas s'attendre à de grands changements pour l'évolution de la France pour les prochains mois. Alors, un fait important aussi, c'est, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est que Moody a dégradé la note de la France à A3. Vous me direz que ce n'est pas encore très grave, mais on n'est quand même pas loin à ce que Fitch puisse un jour passer à un simple A. Et si la situation eh bien, arrivait,
que l'on passait à un simple A, et bien là, vous regarderez le tableau que je vous ai fait à côté. Quelles seraient les conséquences d'un simple A pour la France? Eh bien, c'est que beaucoup d'investisseurs d'obligations de la dette française risquent de ne plus se tourner vers ces obligations-là, vu le manque de crédibilité de la France. Et par conséquent, à ce moment-là, il n'y aurait plus de cahier des charges et ça ne serait tout simplement plus attractif pour ceux qui veulent en acheter. Or, on sait d'avance que la France a déjà invoqué l'idée d'émettre en 2025 de nouvelles dettes et elle devra bien évidemment augmenter ses taux pour être attractif et pouvoir vendre ses titres. Et par conséquent, en augmentant ces taux, eh bien, ça va faire très mal à la France et ça va aussi, du même coup, bien faire cesser et casser l'activité économique et ça n'est pas du tout bon pour la situation de la France. Alors, pour l'instant, la France se trouve quand même dans une situation relativement favorable, puisqu'elle est toujours notée avec un AA. Mais ce AA, eh bien, la France ne le mérite plus, vu que la France est le premier pays d'Europe en termes de déficit public et par conséquent le 2A, le AA, ne représente plus la réalité du marché. Il faut aussi savoir que la France est troisième dans le rapport dette publique PIB d'Europe. On peut également ajouter que si on fait une comparaison avec les pays d'Europe, de toute l'Europe, eh bien la France est le troisième pays qui a un rapport dette publique PIB des plus négatifs. La BCE, eh bien, elle fait le maximum et elle essaye au maximum d'acheter pour aider la France, gagner du temps. Et malgré son intervention efficace et absolue et énorme, parce qu'elle a fait un énorme travail, la BCE, pour maintenir la situation française, eh bien, la France, malgré tout cela, reste toujours avec des taux équivalents à la situation de la Grèce. Pour comparaison et pour rester dans les chiffres, puisqu'on est dans les chiffres aujourd'hui, on citera que la récession en France est très profonde et très grave et qu'on se retrouve un peu dans la même situation qu'en 2009. On remarque aussi que l'inflation remonte pas uniquement en France, en Belgique, c'est assez catastrophique aussi et c'est pas bon pour la Belgique non plus au passage, mais l'inflation remonte en général dans l'ensemble de l'Union européenne. La BCE fait le maximum pour baisser son taux. Elle a d'ailleurs baissé son taux refi à 3,15, mais elle réagit toujours avec retard comme elle a fait précédemment et comme c'est le cas depuis 2 ans. Et par conséquent, résultat de tout ça, l'euro est en train de baisser. Conséquence, eh bien, on est actuellement à 1,05 € pour 1 dollar. Et la conséquence principale, si vous êtes un passionné d'or, c'est que vous verrez que si vous regardez le prix de l'once d'or en dollars, eh bien celui-ci est en train de baisser. Et si vous le regardez sous la forme de l'euro, eh bien vous verrez que nous continuons à faire des sommets et des records les uns sur les autres. Et tout simplement, c'est pas l'or qui est en train de monter, et c'est l'euro qui est en fait en train de descendre. Donc comparez toujours aussi l'or par rapport pas seulement à notre devise, mais aussi à d'autres devises, pas seulement au dollar américain. Vous pouvez le faire aussi en yen, vous pouvez le faire en yuan si vous le trouvez, ou vous pouvez le faire aussi en rouble ou dans une autre monnaie de votre choix. C'est toujours bon de vérifier par rapport aux autres monnaies aussi. En voici un exemple. Et pour terminer, je vous dirais que le risque d'inflation, il est bien présent. Conséquence, si on a évidemment une inflation, une récession, etc., nous risquons tout simplement, plus un euro qui baisse, d'avoir une consommation qui va baisser dans les prochains mois. Et donc, le scénario stagflation semble de plus en plus se profiler à l'horizon. Pour les États-Unis, il n'y aura aucun problème, ils vont s'en sortir haut la main. Tous les voyants sont au vert pour les États-Unis.
pour la Chine, la situation est un peu plus difficile puisque la Chine est toujours considérée comme, comme la locomotive du monde, toujours prête à assurer le maintien et à ramener l'équilibre du monde entier lorsque celui-ci commençait à battre de l'aile. Et bien ici, pour la première fois, on ne peut plus se fier à la Chine, même si celle-ci aura toujours une belle croissance économique en 2025, eh bien, elle se trouve quand même confrontée à une grosse crise structurelle qu'on ne peut passer sous silence et qui entraîne évidemment beaucoup de difficultés à la Chine. L'Inde s'en sort, elle, carrément beaucoup mieux, puisque elle aura une croissance économique de 8%. Et donc, c'est un pays en devenir et qui a l'air de prendre le pli et à commencer à pointer le bout du nez et à peut-être être le futur adversaire de la Chine au niveau économique et pourquoi pas dans les prochaines années devenir le moteur du monde. Ce qui concerne la zone euro, ben vous l'avez compris, nous irons plutôt dans le sens inverse de tous les autres, c'est-à-dire à la descente, avec une faible croissance économique. Quant à la France, eh bien elle, c'est carrément la chute libre, puisque la France, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien tous les voyants sont dans le rouge et la France reste la lanterne rouge de l'Europe. Pour ce qui concerne le niveau mondial, eh bien, on retiendra que la croissance mondiale sera en 2025 de 3% comme prévision. Il y aura aussi et encore de l'inflation qui sera peut-être moins importante, mais l'inflation continuera à progresser et les prix ne baisseront pas, monteront moins vite, mais ça continuera à monter. Et en ce qui concerne le chômage, eh bien, le chômage sera plus important en 2025 puisque nous ferons face à de la récession. Et donc, au niveau européen, on parle de passer de 6,4 à 7%. Mais pour la France, on s'attend à un 9-10%. Et pour la petite anecdote, et c'est quand même pas des moindres, c'est de retenir que finalement, eh bien, les jeunes, il y aura à peu près 20% de la population des jeunes en France qui seront au chômage. Pour le marché de la bourse, eh bien, la bourse devrait bien s'en sortir en 2025. Elle va bien résister. À savoir que nous sommes toujours dans des records historiques et à des niveaux que jamais atteints précédemment. On peut noter le SP500 et le Nasdaq, ces deux exemples, où les résultats sont vraiment impressionnants, presque vertigineux, dirons-nous. Et le seul bémol qu'on pourrait peut-être craindre en 2025, ce sont que des gros bonnets, des gros investisseurs décident, vu que les rendements sont très élevés, sont sur des sommets des plateaux, et bien que certains gros investisseurs commencent à prendre leurs bénéfices, prennent des prises de bénéfices et donc fassent chuter le coût, mais c'est apparemment la seule possibilité de danger qui subsisterait pour les marchés boursiers en 2025. Je terminerai sur les marchés boursiers en disant qu'il y aura une seule exception qui sera négative pour les marchés boursiers, c'est évidemment la France qui reste dans une situation d'exception par sa fragilité et aussi par le manque de confiance des investisseurs envers ce pays-là. Et donc, la bourse française devrait se maintenir avec des résultats plutôt négatifs dans le CAC 40. Si on s'en tient compte de ce qui se passe à peu près pour le moment, on tourne aux alentours des moins 10%. Et donc, les investisseurs quittent les bourses françaises pour aller vers des bourses beaucoup plus rentables. Quant à l'or, eh bien l'or, lui, ne devrait pas baisser terriblement vu le contexte hasardeux et calamiteux partout et dans tous les secteurs. Au pire, il devrait temporiser et rester stationnaire aux environs des 2800 $. C'est vrai que depuis ces derniers temps, au niveau du dollar, eh bien, dans les cotations dollars, l'or a peut-être légèrement baissé, mais c'est quand même des légères baisses. On dira que c'est plutôt des plateaux à la baisse, que ça temporise. Par contre, au niveau de l'euro, de la cotation de l'euro, l'or reste toujours élevé et à chaque jour, eh bien, fait de nouveaux
record. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, eh bien, l'euro, comme je vous l'ai dit, a baissé par rapport au dollar. Donc, par conséquent, en faisant la balance des deux, eh bien, l'or continue à monter. En ce qui concerne l'or, on retiendra que le marché de l'or et le cours de l'or devraient se maintenir en 2025. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même de l'inquiétude au niveau économique. Il y a quand même une certaine inquiétude sur la hauteur atteinte dans les marchés boursiers et par conséquent, il pourrait y avoir en cas de vente à flot dans les marchés boursiers pour prendre les bénéfices de se retrouver avec énormément de liquidités et ne sachant pas dans quoi réinvestir, eh bien, on pourrait être amené pour les gros investisseurs à acheter de l'or, ce qui ferait augmenter le prix de l'or. Il y a également toujours les problèmes de guerre géopolitique un peu partout dans le monde et pas seulement en Europe et par conséquent, le cours de l'or devrait de toute façon se maintenir en 2025. Également que le rapport or-argent est aux alentours de 86,90, c'est-à-dire que pour l'instant on est entre 2700 pour 30 onces d'argent. Donc pour le moment, eh bien ça veut dire que une chose, c'est qu'il faut 30 onces d'argent pour acheter un once d'or et donc le rapport étant tellement déséquilibré, eh bien on peut considérer que l'argent est sous-évalué et donc il y a un risque favorable d'avoir un très grand rendement lorsque cette sous-évaluation sera rétablie par un mouvement de marché d'offres et demandes. Alors, en ce qui concerne les bitcoins, eh bien, ont fait évidemment là carton plein cette année puisqu'ils ont battu tous les records également, comme l'or et les marchés boursiers. Ils ont atteint quasiment les 100 000 dollars. Le 10 décembre, il était aux 97 500 dollars le bitcoin. C'est l'effet Trumpiste qui a marqué évidemment cette montée fulgurante à cette date-là. Il faut quand même se souvenir que le Bitcoin reste quelque chose de volatile, mais qui devient de plus en plus légal et qui devient aussi une position que l'on peut tenir à titre de diversification de son patrimoine. À savoir que, j'ai oublié de dire tout à l'heure, il y a que l'or et les marchés boursiers eh bien, sont en train de monter à la même vitesse et en général, on a souvent des mouvements antagonistes, c'est-à-dire que quand l'or monte, la bourse baisse et inversement, et ici, il monte en couple, de commun accord en parallèle, et les bitcoins font également de même. En ce qui concerne le pétrole, eh bien, la tendance est maintenue à la baisse par bon nombre de spécialistes. On parle de 70-75 dollars. Pour le moment, ça se situe aux environs de 72 dollars. Alors, venons-en au petit frère de l'or qui est l'argent. Bien, l'argent, il devrait se situer aux environs de 30-35 dollars en 2025. Pourquoi est-ce que l'argent va continuer sur sa lancée et aurait un potentiel de rentabilité meilleur que l'or? Eh bien, tout simplement parce qu'on a un déficit d'argent de 182 millions d'onces et on a une demande d'argent de 1,21 milliard d'onces. En effet, il n'existe plus à l'heure actuelle de nouvelles mines qui puissent être ouvertes pour augmenter la production d'argent. On est donc obligé de se contenter de ce qu'on a et l'argent devient de plus en plus rare. Donc, rareté implique hausse des prix. En plus, eh bien, l'économie s'est tournée vers de nouvelles économies plus écologiques comme le marché solaire, le marché éolien, les voitures électriques et maintenant l'IA. Et ce sont tous des gros consommateurs d'argent et par conséquent, n'ayant plus la possibilité d'augmenter la production d'argent puisqu'il n'y en a plus sur l'écorce terrestre ou alors à de gros coûts de fabrication, et bien du coup, bien, le prix de l'argent ne devrait faire que de monter. Et pour Jim Richards, eh bien, on peut s'attendre à ce que l'argent reste vraiment la matière à acheter en 2025 parce qu'elle a un haut potentiel de rendement.
Alors, Jim Richard, lui, évoque également le risque d'algorithme système. En effet, pour lui, les marchés boursiers sont maintenant complètement dirigés par les IA et on n'est jamais à l'abri d'un fameux bug informatique et par conséquent, eh bien lui, il dit que c'est aussi un risque à prendre en compte dans le risque économique actuel, en plus de l'inflation, la crise géopolitique, la récession et l'inflation et également les bulles qui sont actuellement en train de se former au niveau des marchés boursiers, des bitcoins et des immobiliers, etc. Et donc, pour lui, eh bien, il faut assurer son patrimoine par des matières tangibles. Et quand il parle de matières tangibles, il parle de l'or, de l'argent, donc des matières précieuses, des matières premières, des ressources naturelles, mais également des terres, des immeubles, même de l'art, des voitures ou tout produit de collection qui pourrait avoir une certaine valeur. Moi, pour ma part, je vous conseillerais également, si vous choisissez d'aller dans cette direction-là, de choisir aussi des valeurs qui ne sont pas trop chères à monnayer et qui ne nécessitent pas l'intervention d'autorités et d'un certain délai pour provoquer la vente, donc que ce soit avec une certaine liquidité rapide à avoir. Je prends un exemple, si vous avez un immeuble, si vous devez le vendre, vous devriez passer par un notaire, il y aura des conventions, il y aura des compromis de vente, ça va vous prendre 5-6 mois. Donc vous risquez de perdre du temps et de l'argent et de vous retrouver assoiffé et affamé avant d'avoir pu recevoir l'argent de votre immeuble. Donc essayez aussi d'avoir des matières qui soient susceptibles d'être vendues dans la journée et sans devoir dépendre ni d'un notaire, ni d'une administration, ni d'un accord extérieur administratif, comme par exemple ou aussi des matières que vous pouvez échanger par du troc. C'est sûr que si vous avez, je ne sais pas moi, une tonne de farine, ça vous saurez l'échanger ou même le revendre. Il est chez vous, entreposé, etc. Si vous avez un souverain ou un louis d'or, c'est assez facile à monnayer. En argent, ce sera également facile à monnayer puisque c'est à peu près 20-30 euros, donc il n'y aura pas trop de problèmes ou 100 euros. L'or devient quand même assez difficile puisque un once d'or, ça tourne quand même autour de 2800 $. Donc, vous n'irez pas acheter du pain avec 2800 $. Donc, il vous faut aussi des petites coupures. Donc, par conséquent, essayez quand même de trouver des alternatives qui soient monnayables et sans devoir dépendre ni de l'État, ni d'un agent administratif et qui puisse être facilement trocable contre quelque chose, par exemple des cigarettes contre de la farine, du sucre, etc. Pourquoi pas, du café, etc. Il y a aussi des terres, il y a aussi des fruits, il y a également du pétrole, de l'eau, enfin de l'alcool, etc. Mais tout cela, pour Jim Richard, eh bien, c'est à envisager dans un proche avenir. On ne sait pas où l'avenir nous mènera. Voilà, et bien sur ces mots, je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, nous serons plus braqués sur les prévisions et sur le bilan de l'année des matières précieuses. Je vous dis à bientôt, bonne soirée et bonne fête de Noël.